Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire CAP 2028, 20e édition de notre webinaire CAP 2028, consacré aujourd'hui aux urgences et plus particulièrement au circuit des urgences, comment le repenser, quelle est la nouvelle organisation des dispositifs de soins aujourd'hui, actuels et puis à venir. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui donc le professeur Emmanuel Poulet, qui est chef de service des urgences psychiatriques des Hospices civils de Lyon, mais également chef du pôle des urgences psychiatriques du Vinatier, psychiatrie universitaire Lyon Métropole. Merci professeur pour nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc les règles du jeu, vous les connaissez. Donc un format de 30 minutes. 15 minutes d'entretien avec notre invité et puis après 15 minutes de réponse à vos questions. Et pour cela, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat ou conversation de Teams. Alors, pour commencer, professeur, pouvez-vous nous dire d'où est venu ce projet de repenser le circuit des urgences? À quelle nécessité répond-il? Depuis 2015, il y a une modification des organisations des urgences avec la création de l'UPRM au Vinatier et l'apport sur le SAU d'une équipe infirmière spécialisée en psychiatrie. Donc du coup, il y avait vraiment un travail déjà de structuration pour rendre plus visibles les parcours. Il y a eu un audit. Et l'ARS a conclu qu'il fallait qu'on puisse retravailler sur la visibilité de ces parcours. Et il faut considérer aussi que la question des parcours des urgences, ce n'est pas simplement l'accueil des patients. On considère globalement que l'urgence, c'est un parcours en soi, à part entière, qui doit s'intégrer dans le reste. C'est-à-dire que ça passe de la régulation à l'urgence et à la post-urgence de crise. Donc c'est un peu à tous ces niveaux-là qu'on essaie de travailler aujourd'hui pour structurer nos dispositifs. Très bien. Alors peut-être qu'on peut prendre chaque phase de ce circuit peut-être de façon un peu indépendante, en faisant un zoom sur la régulation, ce qui arrive avant les urgences. Quelles sont finalement ces modalités d'organisation et peut-être les nouveautés là qui arrivent? Alors l'objectif déjà de la question de la régulation, comme au même titre qu'au niveau du SAMU, du SAS, c'est la question d'essayer de trier les situations qui vont nécessiter d'être orientées vers un service d'urgence, des autres situations qu'il faudrait pouvoir réorienter sur un dispositif de soins, parce que ne pas apporter de réponse, c'est aussi précipiter une aggravation des troubles et finalement des patients qui vont arriver dans les services d'urgence. C'est aussi éviter qu'il y ait un surplus sur les urgences de façon à ce qu'on puisse spécifiquement travailler sur les personnes qui ont ces éléments-là. Il y a 3 niveaux au niveau de cette régulation. Il y a Live qui a été mise en place au cours du Covid et qui permet de faire un appel, une orientation, des conseils, tant aux professionnels qu'aux familles, qu'aux patients, et qui aujourd'hui est en train d'avancer petit à petit en collaboration avec le SAMU vers un service d'accès aux soins, ou plutôt la filière psychiatrique du service d'accès aux soins. Donc ça veut dire qu'il y a des répondants qui sont positionnés aujourd'hui sur le plateau du SAMU et qui vont recevoir des appels et qui éventuellement pourront activer les secours si c'est nécessaire, qui vont aussi suppléer un peu les répondants du SAMU qui parfois pensent que les appels de psychiatrie leur prennent du temps et ne savent pas trop faire et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une aide et une collaboration. Il y a sur le même plateau le 3114 qui fait aussi de la régulation d'une certaine manière puisqu'il y a les urgences suicidaires qui arrivent et donc on est dans ce cadre-là. On vient d'avancer sur la modification d'un dispositif qui s'appelle Ellipse, en lui fixant des missions aujourd'hui qui ont été financées récemment dans le cadre d'un FIOP. Et ces missions, c'est d'intervenir dans les 24 à 48 heures, c'est-à-dire de la semi-urgence. Donc c'est là aussi, on évite un passage par l'accueil. Et on réfléchit. Avec FBKH qui est la chef de service, on réfléchit toujours dans cette collaboration à penser des consultations de refiliarisation. C'est au travail, il y a un peu de boulot. Très bien.
Donc ça, c'était pour, on va dire, la partie pré-hospitalière, effectivement, alternative aux urgences. On évite, ou on régule en tout cas, l'accès. Passons maintenant à l'accueil des urgences, à proprement parler. Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que finalement on se dirige vers quelque chose de plus intégré avec les HCL? Voilà, qu'est-ce qu'il en est de cette partie d'accueil des urgences? L'audit de l'ARS a conclu qu'aujourd'hui, il fallait qu'on rende plus visibles les parcours des patients, à la fois pour des patients bien identifiés et suivis pour des pathologies psychiatriques, et des patients qui rentrent dans la maladie mentale. À ce jour, on va dire qu'il y a 2 grosses portes d'accueil des urgences psychiatriques sur Lyon. Il y en a d'autres, mais je ne les citerai pas. C'est l'UPRM, qui est un service d'accueil, et la filière psychiatrique des urgences au pavillon N, à Édouard Herriot, qui est intégrée dans le cadre d'un SAU. On a protocolisé les parcours, c'est-à-dire que le SAMU aujourd'hui, en fonction des demandes, va orienter des patients plus vers le vinatier. C'est des patients qui ne nécessitent pas une plateforme somatique qui les prendra en charge, je ne rentrerai pas dans les détails, et les autres viennent à Édouard Herriot ou sur les autres services d'urgence. Il y a des interactions très fréquentes entre les équipes médicales et paramédicales. Il y a d'ailleurs un cadre qui est Dimitri, qui est à la fois le cadre de l'UPRM et le cadre de l'équipe infirmière des urgences de N. Donc on voit bien qu'on est en train de structurer les choses. L'objectif, c'est une équipe unique, probablement et très certainement sur 2 sites pendant de nombreuses années, mais peut-être à terme, on dit en 2033, un seul service d'accueil qui sera structuré pour tout ça. Mais c'est 2033, on a un peu de travail aussi devant. On a encore un petit peu le temps pour s'organiser, effectivement. Alors peut-être lié à cet accueil, on a la suite du parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la consultation de post-urgence, par exemple? Sur les 2 établissements, il y a des consultations de post-urgence qui ont été développées. Elles peuvent être paramédicales, c'est des infirmiers de coopération, ça peut être des IPA et ça peut être des médecins. L'idée étant que lorsqu'on évalue un patient aux urgences, le faire sortir en lui donnant les coordonnées, il va se retrouver désemparé et fréquemment il va revenir aux urgences. Donc du coup, il nous faut des consultations qui sont 1 ou 2 maximum en général, qui sont plus, qui ont pour objectif de faire le lien avec le projet, de consolider le projet qui a été posé aux urgences et de faire le lien avec les dispositifs, qu'ils soient privés, associatifs ou sectoriels. Très bien, merci pour cette précision. Alors, poursuivons dans le parcours d'un patient qui passerait aux urgences et puis après qui aurait besoin dans son parcours d'être admis dans une filière de post-urgence, dans une unité de post-urgence. Comment c'est organisé actuellement entre les différents sites? Par rapport aux filières de post-urgence, on va différencier au vinatier 2 dimensions. Une post-urgence sectorisée. Il y a des UHCD sur les 2 autres établissements que sont Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Cyr. L'idée, c'est des prises en charge courtes, avec un relais ambulatoire. 5-6 jours avec un relais ambulatoire. D'accord? C'est le principe. L'idée, c'est que ce ne soit pas un SAS, c'est-à-dire que ça supplée aux difficultés de l'aval des autres services, avec des patients qui vont rester beaucoup plus longtemps et qui devront être mutés sur les services de secteur. Ça, c'est vraiment les principes. On a un service de post-urgence qui est en train de se restructurer sous la responsabilité d'Adrien Mellac, qui est le nouveau chef de service. Et ils sont en train d'essayer de penser ça, avec aussi un rôle autour des patients qui ont des troubles comportementaux importants. Il y a 4 EDI dans cette unité. Et l'objectif, ce serait de pouvoir faire diminuer la pression de façon à ce qu'ils soient mutés sur leur secteur, ces patients, mais en n'ayant plus besoin d'une EDI ou de contention. Ensuite, on a des dispositifs de crise qu'on appelle des centres d'accueil et de crise. Il y en a un déjà depuis de nombreuses années qui a été structuré à Édouard Herriot qui s'appelle l'UPC, Unité Psychiatrique de Crise. On vient d'ouvrir en décembre son parallèle, son jumeau sur le vinatier qui s'appelle l'Unité de Crise et d'Orientation et qui permet des hospitalisations de 3 à 5 jours, 72 heures. L'objectif étant que on puisse recevoir des patients d'accord pour être hospitalisés, ce n'est que des soins libres qui sont pour la plus grande majorité dans des crises suicidaires ou des crises psychotraumatiques et pour lesquelles on essaye de travailler sur leur redonner des ressources, faire baisser la pression psychique
pour relayer sur de l'ambulatoire. L'objectif, c'est vraiment que ce soit des patients qui ne soient pas hospitalisés derrière, autant que faire se peut. Bien sûr, les CPU dont on parlait, elles sont aussi derrière ces dispositifs de crise. Et il y a le principe, l'objectif de penser aussi à des hôpitaux de jour de crise. C'est pas encore réfléchi vraiment sur le Vinatier. On a un hôpital de jour de crise qui travaille en collaboration notamment avec le dispositif CEDRE du Vinatier qui s'appelle CARE, qui est Centre d'aide à la régulation émotionnelle, où on prend en charge précocement et en ambulatoire, en particulier des troubles borderline chez des sujets jeunes. Ça, c'est à HEH. C'est ça, c'est ça. Pouvez-vous nous dire un petit peu le capacitaire de ces différentes unités pour qu'on ait bien les choses en tête? Alors, sur l'UCO, on est à 10 lits aujourd'hui. Sur la post-urgence, c'est des chambres individuelles sur l'UCO. Il y a un confort. On attend de pouvoir déménager un jour, mais pour le moment, on est quand même bien installé. Sur la post-urgence de crise, on a en fait à l'objectif 13 lits plus 4 DI, mais on se heurte à un gros problème, c'est qu'on n'a pas de lit de suite. C'est ça. Et donc du coup, on a déjà réduit d'un lit qui puisse permettre de faire sortir les patients dans des lits de suite. L'objectif, c'est qu'on ait quand même 2 lits de suite sur ce service pour respecter les recommandations. Tout à fait. Alors, nous arrivons bientôt au terme de cette première séquence d'interview. N'hésitez pas d'ores et déjà à utiliser la fonction conversation de Teams pour poser toutes vos questions au professeur Poulet. Alors, on a brossé à grands traits finalement l'organisation de cette filière des urgences. Alors, peut-être on pourrait se projeter même encore un cran au-dessus sur le déroulé de cette filière, c'est finalement cette sortie des urgences ou de la post-urgence parfois peut mobiliser des acteurs qu'on n'a peut-être pas encore cités, que sont les cliniques privées par exemple. Est-ce que le pôle urgence travaille étroitement avec ces acteurs? Alors le pôle urgence, en particulier au niveau des urgences et les établissements, notamment le Vinatier bien sûr, sont en train de travailler à des conventions avec les établissements privés. Aujourd'hui, il y a eu un rapport parlementaire récent qui a bien montré qu'on a à peu près, déjà sur notre territoire, on a à peu près le même nombre de lits, que ce soit privé ou public. Sauf que aujourd'hui, pour parler politiquement correct, on a très peu de ressources derrière les urgences. On n'est pas dans les délais attendus. C'est-à-dire que dans les 24 à 48 heures, il faudrait muter quelqu'un. Il y a un travail de mise en place de conventions, d'identification de ces lits d'aval dans le privé qui nous permettrait de transférer ces patients et qui éviterait les problèmes. Il y a une réflexion dans le cadre de la fédération, entre les urgences de l'UPRM, c'est-à-dire Marine Emery en particulier, et les urgences de HEH, pardon, et en l'occurrence c'est Frédéric Play qui travaillait ici, qui nous connaît bien. Voilà, qui nous connaît bien, pour monter peut-être ce qu'on appelle une cellule d'ordonnancement qui serait derrière les urgences et qui travaillerait avec les bed managers des différents établissements. C'est-à-dire le rôle de cette cellule serait de trouver des lits, d'aller regarder les disponibilités en temps réel des lits dans les différents établissements? Ce serait d'avoir un espace d'échange entre les différents établissements qui s'engagerait dans ce cadre-là à rendre visibles les lits disponibles pour qu'on puisse faciliter la fluidité. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte peut-être d'extension de ce qui existe déjà? Il me semble qu'on a chaque jour des points hebdomadaires entre le bureau de coordination, les urgences du Vinatier, HEH, les deux autres établissements psychiatriques. Est-ce que c'est à peu près sous cette modalité-là que ça pourrait fonctionner, ces échanges? La différence, c'est qu'on serait plus au niveau territorial à partir de toutes les urgences. Mais aujourd'hui, effectivement, on a des rencontres tous les jours à 11h30. De façon à identifier les lits sur les 3 établissements spécialisés pour les patients qui ont une indication d'hospice. La difficulté auquel on se heurte, c'est qu'on a rarement une bonne visibilité à 11h30 parce que nous, on est
plus, c'est une pression importante à avoir, il serait très essentiel que les patients puissent sortir le matin pour qu'on ait une visibilité et qu'on puisse muter et ne pas muter en soirée, ce qui met en difficulté les équipes, toutes les équipes étant très impliquées mais en difficulté du fait de la stagnation aujourd'hui sur les services d'urgence notamment, de patients qui sont en attente de mutation. Bien, écoutez, on arrive au terme de notre webinaire qui était aujourd'hui consacré au circuit des urgences, à la réorganisation de la filière, aux nouveautés de l'offre de soins.